Ma vie brève de Christiane Rochefort. Elle est née d'une illusion d'amour vite effacée, mais elle est restée. Elle était petite, frêle. On l'a longtemps appelée cou de poulet et de sexe féminin, et pourtant douée d'une énergie incompréhensible jusqu'à ce jour. Toute son enfance, apparemment heureuse, ne fut qu'un combat héroïque contre les tentatives de meurtre dont elle a été, comme tout jeune être, l'objet. De sorte que l'opération n'a pas entièrement réussi. Dans ce combat, son arme absolue a été le fantasme. Elle a constamment mené double vie, une imaginaire et une irréelle. Du reste, c'est écrit dans sa main, qui porte un signe rare, 2 lignes de vie. Elle estime que ce n'est pas trop pour ce qu'elle a à faire. Elle en aurait assumé 20. Elle se demande si elle a vécu les 2 ensemble déjà, ou si la seconde va commencer quand elle aura fini la première. Éventualité qui la réjouit en dépit d'un pessimisme inébranlable. Comment résout-elle cette contradiction ? Interrogée, elle a répondu qu'elle voulait voir comment ça va finir. Elle veut, dit-elle, tenir la terre dans ses bras à ce moment ultime et cracher une dernière fois à la face de ses assassins en vers libre. Qu'est-ce qui vous destinait, selon vous, à être écrivain ? Rien. Comment, étant une fille, aurais-je pu seulement imaginer que je pourrais être quelque chose qui n'a même pas de féminin ? Bien plus tard, nous en avons inventé un. Écrevisse. Rachel et moi, nous avons eu, entre beaucoup d'autres, une époque de féminin. En voici quelques-uns pris au hasard sur nos listes et en plus, le rein, la reine, le tas, la tasse, le mâle, la malle, le val, la valise, le pois, la poisse, le pou, la poule, le mie, la mie, le ver, la verrue, le mou, la mouffe, le chou, la chouette, le père, la perdrix, le curé, la curée, le poil, la poêle, le loup, la loupe, le bœuf, la veuve, le bouc, la bouche, le car, la carpe, le chef, la chèvre, le gaz, la gazelle, le fougueux, la fougasse, le corps, la Corse, le fric, l'Afrique, le vent, complété, le voyou, la voyelle, le matou, la matière, Aurite, 8 ans à l'époque, le nonce, le vers, le talent, la talente, le Pérou, la pérouse, le passe-temps, la pastèque, le mitron, la matrone, l'animal, l'anémone, le cinéma, la cinnamone, le ballon, la baleine, le fleuve, le corbeau, le freux, le souper. Oh, je vous laisse continuer tout seul et remplir les lignes manquantes. Et je reviens à mes moutons. Moutarde, non, on a fini. Écrevisse, donc, suis-je devenue. Et profiter de cette occasion pourrais-je pour, par exemple, raconter comment ces choses arrivent, peuvent, si c'est de naissance, ou bien les circonstances, le hasard, le pot, la potence. On a fini, j'ai dit. Pourquoi ? Il faut avancer. Mais pourquoi ? Parce que c'est la vie, le travail acharné, etc. Utile serait-ce peut-être à des gens en proie aux problèmes. Écrire
ou ne pas écrire? Et en particulier à la question fameuse et ravageuse, ai-je du talent? À cette question, justement, ai-je du talent? Christiane Rochefort répond, la réponse est oui, dès l'instant qu'on a encore la force d'y songer. Effectivement, Christiane Rochefort est féministe. Elle est féministe, mais elle va lutter sur deux fronts. Elle lutte au féminin pluriel et elle lutte aussi au féminin singulier. La lutte au féminin pluriel, c'est peut-être celle qu'on connaît le plus. C'est une rebelle. Elle est convaincue des potentialités que le monde recèle et elle va prendre position publiquement en espérant que l'écart se réduise entre ce qui est et ce qui pourrait être. Et on la retrouve dans de nombreux documents d'archives, aussi bien en février 68 à la manifestation contre le limogeage d'Henri Langlois, directeur de la Cinémathèque, comme en décembre 96 à la fête du livre de la Garde, Var, contre le Front National. On retrouve sa signature au bas des pétitions, des manifestes, aussi bien dans la déclaration sur le droit à l'insoumission, dans la guerre d'Algérie, le manifeste des 121, la déclaration de solidarité avec le peuple vietnamien pour le respect des accords de Genève, un manifeste contre l'interruption des émissions de France Culture, l'adhésion à l'Union des écrivains, bien sûr on connaît bien en 71 l'appel de 343 femmes en faveur de l'avortement, etc. Et ça continue comme ça jusqu'à 88 contre le massacre des éléphants pour la sauvegarde de la plaine des morts. Christiane Rochefort est quelqu'un qui a vécu l'ivresse des combats. Et cette ivresse des combats, elle la résume très bien dans Le Monde est comme deux chevaux. Il était une fois, nous agissions. Et effectivement, déjà en 1939, elle a alors 22 ans, elle publie avec le poète Pierre Caminade, qui avait contribué d'ailleurs à l'édition des œuvres de jeunesse de Marx et qui lui appartenait à une mouvance trotskiste, eh bien, elle va publier. Elle publie avec lui, elle milite en quelque sorte pour la nécessité d'une société sans classe. 20 ans après, elle écrit dans les lettres françaises d'Aragon et dans les années 60-61, il y a une sorte d'espoir communiste qui demeure et on le voit très bien d'ailleurs dans Les petits-enfants du siècle ou encore la famille Lefranc, sympathiques ouvriers communistes. En 67, elle se rend à Cuba, qui est le phare de la lutte anti-impérialiste. Elle dit à la fois, il faut faire la révolution, il n'y a pas d'autre solution, mais en même temps, comme elle l'écrit à son ami Julio Cortázar, elle ne se considère pas comme un bien bon politique. Donc bien sûr, elle va mener des actions, nombre d'actions dans la tourmente de 1968, mais il faut garder à l'esprit cette idée, ne pas se considérer comme un bien bon politique. Alors, bien sûr, elle va accoler son nom à l'histoire du féminisme. Mais ce qu'il faut dire, c'est que déjà en 1939, c'est-à-dire 10 ans avant le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, elle dénonce l'infériorisation et l'exclusion des femmes. Et on va retrouver ça en 1960, à un moment où elle est forte de son expérience matrimoniale, et puis aussi des statistiques qui montrent qu'à l'époque, seulement 1 mariage sur 5 est un mariage d'amour. Elle dit clairement que le mariage et l'amour n'ont rien à faire ensemble. Et cette idée-là, Rochefort va la développer dans son roman « Les stances à Sophie », où finalement l'union sacrée du mariage se révèle, je cite, être un instrument de mort, où l'amour conjugal est défini d'une formule lapidaire, A pour une femme, consécration totale à la vie domestique avec service de nuit, B pour un homme, être content,
comme ça. Donc, à maintes reprises, elle va intervenir pour que changent les rapports entre les sexes et la position des femmes dans la société. Elle pense qu'il y aurait une réelle libération des femmes s'il y avait égalité rigoureuse de salaire à travail égal. Donc, réduction des heures de travail pour les femmes et les hommes, réduction aussi du travail domestique des femmes par une campagne, je cite, allant dans le sens non du rappel de la femme au foyer, bien sûr, mais dans celui d'une éducation des hommes. Et bien sûr, par un mouvement massif et public de revendication d'un partage des tâches au foyer, la liberté de la conception et l'autorisation des moyens anticonceptionnels. Donc, on le sait bien, elle fait partie des femmes qui sont à l'origine du MLF et on la voit bien dans les documents d'archives. On connaît bien cette manifestation à l'Arc de Triomphe avec le déploiement des banderoles « Un homme sur deux est une femme ». Il y a plus inconnu encore que le soldat, sa femme. Et puis, on connaît ce dépôt de gerbes à l'oublié de l'histoire. Rochefort conteste au féminin pluriel. Dans le numéro spécial de Partisans, Libération des femmes, année zéro, qui est un article près entièrement écrit par des femmes, tant américaines que françaises, Christiane Rochefort s'attaque au mythe de la frigidité féminine. Pour elle, la notion de frigidité correspond à la définition qu'en donne l'oppresseur. Et elle pense qu'il est absolument indispensable de repenser les relations physiques en dehors du rapport dominant-dominé et aussi en dehors de la procréation. Alors, on le sait, elle lutte pour la libre maternité. On sait bien, on connaît la loi Neuwirth de 67, on sait que les avortements clandestins perdurent et il apparaît bien sûr clairement aux femmes que la libéralisation effective de la contraception passe par la lutte pour l'avortement légal et on sait qu'elle a participé au numéro du Nouvel Observateur de 71. Lorsque, sur proposition de Gisèle Halimi, l'avocate des 343, une association Choisir voit le jour, eh bien, Christiane Rochefort, elle est là, elle est présente. Alors, on la trouve dans les journaux menstruels, on en parlait tout à l'heure, hein, comme le Torchon brûle. Souvent, ça n'est pas signé. Et ça, c'est intéressant parce que c'est l'idée de la pratique de l'écriture collective. Mais Rochefort a aussi recours à la pratique individuelle. Pratique individuelle de l'essai quand elle va défendre la cause des enfants parce qu'elle les sait en danger. Elle vole au secours des enfants car de tous les opprimés doués de parole, les enfants sont les plus muets. Elle voit aussi derrière cela, à chaque fois, une spécialité des sociétés patriarcales qui repose sur les rapports de domination. On ne connaît que les enfants des adultes, comme on ne connut longtemps que les nègres des blancs. Oui, missier. On a parlé tout à l'heure de ce lien contre le racisme et pour les femmes, et cette association entre les deux. Alors, bien sûr, Christiane Rochefort lutte au féminin pluriel, mais vraiment, je pense que c'est au sein du roman qu'elle va exprimer, peut-être avec le plus de nuances aussi, le mieux les causes qu'elle défend, parce que il y a chez elle un certain état de fureur sans lequel il n'est de liberté. Et la manifestation de Rochefort, c'est vraiment une manifestation avec les mots. Ce qu'elle veut, c'est créer des points d'interrogation dans les cerveaux. L'idée, c'est une image qu'elle reprend souvent, c'est-à-dire empêcher le sultan de dormir et le bourreau d'arriver. Donc on a un véritable réquisitoire de Christiane Rochefort, réquisitoire
bien sûr contre la procréation à des fins utilitaires. Et on le voit dans les petits-enfants du siècle. D'ailleurs, une des traductions, c'est Malthus, c'était un des avant-titres d'ailleurs des petits-enfants du siècle. Et on connaît ce passage qui est absolument incroyable, où finalement, dans la cité HLM, ce sont les concours de ballons qui rapportent d'abord les produits de premier confort. Et on a Paulette Mauvin, l'héroïne, qui est tout le temps enceinte et qui sort pleine de dignité, le ventre en avant, avec son frigidaire dedans, et derrière, la machine à laver qui trépignait en attendant d'être fécondée. Et c'est assez intéressant parce que tout est vu par le personnage de Josiane, mais en même temps, il y a une ironie toute rochefortienne derrière. Et alors, elle envisage le jour où on dirait au fils Mauvin, en avant, et pan, les voilà tous couchés sur le champ de bataille, et au-dessus on met une croix, ici tombèrent Mauvin télé, Mauvin bagnole, Mauvin frigidaire, Mauvin mixeur, Mauvin machine à laver, Mauvin tapis, Mauvin cocotte minute, et avec la pension, il pourrait encore se payer un aspirateur et un caveau de famille. À la fin du roman, eh bien, après avoir découvert l'amour charnel avec Guido, le maçon italien, Jo va rencontrer Philippe, qui a 22 ans, qui est monteur de télévision. C'est un mariage d'amour, mais, je cite, il voulait un berceau, un vrai, avec le truc en mousseline qui pend autour, bleu, non, rose, parce qu'il préférait une petite fille. En effet, c'est plus pratique. En tout cas, pour la prime, on serait dans les délais. Donc, en fait, c'est vraiment le roman qui demeure pour Christiane Rochefort la forme privilégiée d'expression. Et dans son espace de prédilection, qui est la fiction, c'est une sorte de Scheherazade du stylo. Elle vient à bout de l'oppresseur, finalement, en lui ravissant son arme. Et son arme, c'est le langage. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut combattre toute la sémantique héréditaire, toute la sémantique qui est héritée des parents, des maîtres, des compagnons de classe, et en tout sens du mot classe, il faut aller à l'assaut des mots. Et alors, elle va vraiment aller à l'assaut des mots et elle va les questionner. La lutte contre l'aliénation passe par la poétique, dans la mesure où dire équivaut pour elle à faire, et par là même à agir sur. Donc il y a une sorte d'art, comme ça, d'art de la fugue, d'art de fausser compagnie aux mots ordinaires, aux menus ordinaires, fausser compagnie aussi aux significations univoques. L'idée, c'est de prendre les mots en flagrant délire. Et on le voit très très bien dans Archaos. Mais ce qui est intéressant, on pourrait penser qu'il s'agit uniquement de chimères, mais non. Il s'agit d'une véritable interrogation sur la place et le rôle de chacun dans la société, aussi bien des femmes, des hommes, des transgenres, et là j'emploie le mot dans toutes les acceptions, c'est-à-dire genre humain, animal, masculin, féminin, mélange des genres, passage d'un genre à l'autre. C'est une écrevisse, comme elle le dit, mais qui va inventer des langues inconnues. Exemple, mulot, proche, patois, du rat. Donc il y a une sorte de brouet linguistique, mais derrière ce brouet linguistique, il y a une vraie défense, de l'identité, de la spécificité, de la singularité. Juste un exemple, dans ce lieu imaginaire, en Onirie, dans Archaos, on a Onagre, la promise d'Adabar de Bilande, qui reçoit avec sa robe de noces les 24 chemises à trous de son trousseau. Elle comprend, je cite, qu'elle sera percée le soir même de ses noces. Donc en fait, c'est aussi une manière de réhabiliter le corps, de réhabiliter la libre sexualité. Rochefort va donc créer une langue qui est une langue mal embouchée, qui est mal élevée, et qui est aussi mal élevée que sa princesse Onagre, qui est une sorte de Zazie aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mord, elle crache par terre, elle a un langage qui est absolument pas châtié, et bien sûr, elle
elle dérange. Et on a ce personnage-là qui dérange. Alors, une question qui est une question importante qu'elle a posée, et je crois qu'elle était assez en avance sur son temps, c'est la question de l'inceste. La question de l'inceste, qui apparaît déjà en filigrane dans le monde utopique d'Archaos, Rochefort va la traiter en majeur dans son roman La Porte du Fond. Et là, sans aucun didactisme, avec véritablement une construction en adéquation avec le sujet qu'elle traite. Et je crois que c'est le meilleur livre de Christiane Rochefort, parce que c'est vraiment l'aboutissement de toute son œuvre. On est en 86, à un moment où Eva Thomas témoigne dans Le viol du silence. Eh bien, en 88, Rochefort publie La Porte du Fond. Et pour dire l'inceste, pour dire la vie brisée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va trouver une écriture qui est une écriture en adéquation avec son propos, c'est-à-dire une sorte d'écriture cassée. C'est une écriture qu'elle avait déjà mise en pratique dans Le Monde et comme deux chevaux. Et c'est un texte qui est extrêmement intéressant parce qu'on a une mise en abîme, puisque je, personnage, va écrire une pièce qui s'appelle aussi La Porte du Fond. Donc c'est bien hérité de Gide et du nouveau roman, mais elle va associer à cela de nouvelles structures. Et donc, qu'est-ce qu'elle va introduire par rapport à un sujet si grave et qu'elle a connu aussi? Eh bien, elle va introduire de la distance, elle va introduire de la dérision. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle le dit, elle va mettre son roman sous haute surveillance. Elle va se donner la règle suivante. Structure de fuite. Chaque fois qu'on approche du descriptif, surtout sexuel, reculer sec, ou structure en tangente, passer tout près et virer, doit être systématique et que ça se voit que c'est délibéré. Et là, c'est assez intéressant parce qu'elle a énormément réécrit ce qu'on peut appeler la scène primitive, c'est-à-dire le jour où, pour la première fois, la petite fille s'est retrouvée de l'autre côté, eh bien, elle va choisir la version minimaliste. Le lecteur n'aura pas de détails sur ce qui se passe derrière la porte, mais c'est pire encore. Et pour dire les maléfices du père, qu'est-ce que va faire Rochefort? Elle va utiliser le registre des contes, le prince se changeant en ogre, ou alors la chèvre de Monsieur Seguin. Ou alors, elle a recours à la parabole. Au jardin des plantes, il est interdit de donner de la nourriture aux animaux. C'est parce qu'il y a des gens qui leur jettent des boulettes de viande, avec des morceaux de lame de rasoir dedans. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire pour laisser entendre ce qui se passe de l'autre côté, et puis pour montrer aussi la disparité des forces en présence? Eh bien, elle va se servir d'images guerrières et animales, comme pied chasseur sur tigre abattu, chat qui a attrapé sa souris, mouche sous marteau pilon, araignée, tapis. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle arrive à faire rire. Et elle arrive à faire rire avec ce qui ne s'y prête pas. Il y a un chapitre qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle « Rêves optimistes ». Ce sont des pages sulfureuses. C'est un chapitre, finalement, où elle explique de quelle manière tuer, toutes les sortes de manières pour tuer un père abusif. Et ça donne vraiment un échantillon de la causticité de son style. L'affiche écrite en capital et encadrée, vous qui entrez perdez toute espérance, que la fillette fixe avec des punaises sur la porte de la chambre conjugale, et puis qu'elle retire, et dont il ne reste sur l'espace papier que la marque graphique des trous, c'est bien une manière unique de conter l'histoire de l'enfant prise dans la conspiration du silence. Et la question qui se passe, c'est comment être entière, comment sortir de l'impasse première. On ne parle pas de ces choses-là. La question, c'est comment dire ce qui se passe derrière la porte du fond. Comment désigner celui qui, à l'opposé des papas de rêve, incarne tous les abus, abus de confiance, mais aussi abus de pouvoir et abus sexuels. Donc Rochefort a trouvé des mots pour exprimer ce qui est muré au fond de l'être. Ainsi, elle a trouvé une image, et l'image, c'est le bœuf sur la langue. Et ça revient dans tout le texte, ça revient comme un leitmotiv. Et lorsque la narratrice n'est plus bouche cousue, eh bien, elle devient à ce moment-là incontinente du verbe. Et ce qui fait qu'elle va ajouter au thème des variations, dire l'inceste,
avec art, avec des gants, avec des fleurs. Et là, on a toutes les langues qui vont se délier et on a toutes les autres personnages, Louise, Marthe, Karen et même Jason, qui vont trouver les mots pour dire l'inceste. Et à ce moment-là, le bœuf sur la langue, eh bien, il peut prendre son envol. Donc, pour conclure, Christiane Rochefort a rugi dans les rues avec ses sœurs de combat. Elle a écrit dans des journaux féministes. Elle a participé, anonymement ou non, à des textes collectifs. Elle a soutenu l'idée que les femmes n'ont pas à s'auto-censurer et que, je cite Journal de printemps, l'écriture, la création n'est pas un domaine réservé aux hommes. Et pour elle, l'univers donné n'est rien en comparaison de l'univers désiré, à faire, à apprendre. Elle est bien écrevisse parce que tantôt elle va se glisser dans une structure classique, tantôt elle va se jouer des structures traditionnelles, elle va les briser et à chaque fois, avec chacun des livres, elle va oser des noces nouvelles et des noces nouvelles entre le fond et la forme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle écrit à contre-courant, elle écrit avec mordant et humour, à contre-pouvoir. Et je crois que c'est une parfaite illustration de ce que peut aussi la littérature.